Il la sous-estime. Il ricane. Il croit que la tenir dans ses bras est suffisant. Pourtant, lorsque Claire Beaumont franchit les portes du palais de justice de Saint-Léry, quelque chose bascule. Son calme n'est pas une faiblesse, mais une arme. Dans une pièce où l'injustice règne depuis bien trop longtemps, une femme noire, accusée à tort, est sur le point de révéler une vérité qui ébranlera les puissants. Que se passe-t-il lorsque le chasseur devient la proie? Croyez-vous en une justice égale pour tous? Si oui, commentez le numéro 9. Sinon, mettez un like sur la vidéo. Si vous avez déjà été victime de discrimination, même une seule fois, partagez votre expérience afin que nous puissions vous écouter. Plongeons maintenant dans les développements palpitants de cette histoire. Un murmure résonnait dans les couloirs du palais de justice du comté de Saint-Ly. Des pas discrets et doux résonnaient sur le marbre poli. Un bruissement occasionnel de papier. Des conversations étouffées derrière des portes enchaînées. Cela semblait être un mercredi simple. Mais pas pour tout le monde. Près des doubles portes menant à la salle d'audience 4C, deux officiers en uniforme se tenaient debout, les bras croisés. Un ricanement, chargé de jugement tacite, se dessinait sur les lèvres du sergent Marc Dubois. Son cou était épais, sa posture arrogante le genre d'homme trop habitué au pouvoir. Il se pencha vers le jeune homme à côté de lui, l'agent Louis Garnier à 28 ans, mince, le regard perçant plein d'une assurance déplacée. « Elle se prend pour quelqu'un », murmura Dubois en jetant un coup d'œil vers l'entrée. « Ce tailleur ne lui sera d'aucune utilité en prison. » Garnier ricana. Elle a dû répéter son texte devant le miroir. Je parie qu'elle se prend pour un film. Les lourdes portes s'ouvrirent en grinçant. Le docteur Claire Beaumont entra. Elle ne fit pas irruption. Elle ne broncha pas. Elle s'avança simplement. Un tailleur gris moulait sa silhouette telle une armure raffinée. Son menton était levé. Son regard était fixe, mais distant. Rien chez elle n'était théâtral. Et pourtant, sa présence en était d'autant plus imposante. Elle s'approcha du contrôle de sécurité. Devant elle, un homme blanc vêtu d'une veste bleu pâle lui fit signe de passer d'un signe de tête et d'un sourire. Pas de question. Pas de contrôle des bagages. Mais lorsque Claire a atteint le scanner, le garde a levé la main. « Reculez, madame, dit-il sèchement. Enlevez vos chaussures et revenez. » Claire marqua une pause. Son regard glissa vers l'homme déjà à mi-chemin du couloir, puis vers le sol poli. Elle n'a pas discuté. Sans un mot, elle retira ses escarpins et traversa le scanner pieds nus. Sans bip, bien sûr. De l'autre côté, elle remit ses chaussures avec une précision silencieuse. De l'autre côté du couloir, le sourire de Dubois s'élargit. « Il semble toujours calme au début, murmura-t-il, jusqu'à ce que la réalité les rattrape. » Garnier a ajouté, « Espérons que le juge ne se laisse pas séduire par sa confiance. » Sur un banc à gauche, un vieil homme noir vêtu d'un pardessus beige se penchait en avant, les yeux plissés. À côté de lui, une jeune femme serrait son sac plus fort, observant Claire avec un mélange d'espoir et de peur comme si elle priait en silence pour que, cette fois, les choses soient différentes. Dans la salle d'audience 4C, l'air était indifférent. Quelques spectateurs tapotaient sur leur téléphone. Une employée classait ses notes. Un homme somnolait, un journal plié sur les genoux. Le nom du cas « État de Bretagne contre Claire Beaumont » n'était qu'une phrase parmi tant d'autres au programme de la journée. Rien de marquant. Mais quand Claire est entrée, quelque chose a changé. Elle n'a pas balayé la salle du regard. Elle n'a pas réagi au regard curieux. Elle s'est simplement dirigée, calmement, vers la table de la défense. Son avocat, Philippe Morel, cheveux poivre et sel, costume bleu marine, se leva pour la saluer d'une légère révérence. Il tira sa chaise. Elle s'assit, sans un mot, ouvrit un dossier, ajusta une seule page. Dubois, maintenant assis à la table de l'accusation, l'observait attentivement. Il y avait quelque chose dans son immobilité qui le troublait. Il ne pouvait pas le nommer, mais il n'aimait pas ça. Garnier murmura, « On dirait qu'elle est la propriétaire des lieux. » Dubois ne répondit pas. Il serra les dents. Le juge n'était pas encore entré. Et pourtant, sans élever la voix, sans pointer le moindre doigt, Claire Beaumont avait déjà modifié l'équilibre de la salle. Quelque chose en elle refusait de rétrécir. Et ce refus silencieux, absolu, était plus fort que n'importe quelle explosion. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer,
c'est que la femme qu'il prévoyait d'humilier aujourd'hui était peut-être la personne la plus puissante de ce palais de justice. Il ne le savait pas encore. La salle devint silencieuse lorsque l'huissier appela à l'ordre. Les bancs en bois craquaient. Les talons claquaient. Les murmures s'évanouissaient comme la lumière des bougies dans un vent soudain. La juge Anne Lefebvre entra, le regard ferme mais indéchiffrable. Elle balaya la pièce d'un œil déterminé à la neutralité, s'arrêtant brièvement sur l'accusé. Un clignement d'œil. Une pause. Si subtile que la plupart l'ont manqué. Aucune accusation, dit-elle. La procureure adjointe Sophie Vignal se tenait là, posée et précise. Sa posture annonçait la maîtrise de soi. Sa tresse était serrée. Son ton, plus sec. Mesdames et messieurs, commença-t-elle, cette affaire est simple. Ce n'est pas une question de race. Il ne s'agit pas de politique. Il s'agit d'interférence. Elle a laissé le mot pendre. Sophie Vignal s'avança, sans faire les 100 pas, mais avec une intention chirurgicale. Elle posa des questions. Elle ne recula pas. Elle sema la confusion. Cette confusion, a-t-elle soutenu, a donné au suspect le temps de s'échapper. C'est de l'obstruction. C'est de l'imprudence. C'est criminel. Elle s'est tournée vers Claire, mais n'a pas utilisé son nom. Personne, quelle que soit son éducation, son raffinement ou son importance, n'est au-dessus des lois. Claire ne bougea pas. La pièce était imprégnée de son silence. En attendant. Pour une réaction. Pour une fissure. Cela n'est jamais arrivé. Elle est restée assise, les mains légèrement croisées, les yeux baissés, pas soumise, juste illisible. De l'autre côté de l'allée, Dubois se pencha vers Garnier et ricana, voyons combien de temps Miss Sécurité Intérieure continuera à prétendre qu'elle est à une conférence de presse. Garnier sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Philippe Morel restait immobile à côté de Claire, les doigts légèrement pressés l'un contre l'autre, sans se défendre, méditant. Sophie Vignal-Waon. Vous verrez les images de la caméra piéton. Vous entendrez les deux officiers. Vous comprendrez comment l'audace déplacée d'un civil a compromis une opération de plusieurs semaines. Elle a donné un dernier regard au jury. Ce n'était pas de la curiosité. C'était de la méfiance. Et la méfiance a des conséquences. Elle s'assit. Son regard, froid et assuré, ne vacilla pas. Pendant un instant, il n'y eut aucun bruit, seulement le léger craquement d'une chaise. Quelques jurés se sont déplacés. Ils ont échangé des regards. Une femme griffonnait rapidement. Un homme noir d'une 50aine d'années, assis au 3e rang, ne regardait pas Vignal. Il regardait Claire. Son expression complexe, douloureuse ne disait pas « accusé ». Claire n'avait pas l'air d'une accusée. Elle ressemblait à quelqu'un qui étudiait le procès qui se déroulait autour d'elle. Philippe se pencha et lui chuchota à l'oreille. Claire hocha la tête lentement et avec précision. Elle tourna une page de son dossier sans un bruit. Dans la galerie, un journaliste délai Courrier de Saint-Ly griffonnait une note. Pourquoi l'accusée se comporte-t-elle comme si elle savait déjà comment cela se termine? La juge Lefebvre ajusta ses lunettes. Elle regarda à nouveau la table de la défense. Pour la première fois ce matin-là, son expression trahissait la curiosité. Quelque chose de non dit a changé. L'histoire avait commencé. Oui, mais ce ne serait pas l'histoire que Sophie Vignal avait l'intention de raconter. Même pas proche. Lorsque le juge a invité la défense à commencer, Philippe Morel s'est levé. Lentement. Sa présence n'était pas imposante, mais délibérée. Pas accent grave l'œil. Il n'en avait pas besoin. Lorsqu'il parlait, sa voix était ferme et claire, comme un couteau discret tranchant un tissu épais. Madame la juge, a-t-il commencé, avec la permission du tribunal, nous souhaitons présenter une vidéo. Prise par une caméra de sécurité résidentielle dans le quartier de Bellevue, datée du 12 avril, 19h32. Le juge Lefebvre fit un léger signe de tête. Les lumières se sont atténuées. Tous les regards se sont tournés vers les écrans suspendus de chaque côté de la salle d'audience. La vidéo a clignoté et est devenue vivante. Granuleux. Noir et blanc. Et puis, la vérité a commencé à parler d'elle-même. Et blanche, la caméra fixée sur l'angle d'une maison modeste, située dans une rue tranquille de banlieue. Rien de remarquable. Une rangée de maisons. Un arbre solitaire.
La trottinette d'un enfant appuyée contre une Porsche. Puis, des lumières clignotantes. 4 voitures de patrouille entrèrent dans le champ. Elles s'alignèrent le long du trottoir comme une force d'invasion. Les policiers en uniforme de Sagita avançaient avec une urgence contenue. Certains parlaient dans des radios, d'autres rôdaient près des portes, les mains près de leur ceinture. L'énergie était dense, tendue, mais sans direction claire. Aucun suspect. Pas de cri. Juste une présence. Puis, sur le côté gauche de l'écran, Claire apparut. Elle était habillée de façon décontractée, un jean, un long manteau, les cheveux attachés. Elle promenait un petit chien. Sa posture était détendue, mais son allure ralentit lorsqu'elle aperçut les véhicules qui approchaient. Elle regarda autour d'elle, visiblement perplexe, puis s'avança vers un policier. La caméra ne parvint pas à le repérer. Elle fit un geste de la main, pas de cri, pas de geste agressif, juste un échange calme. Puis, sans prévenir, des mains l'attrapèrent par derrière. Un autre policier intervint rapidement. Claire trébucha légèrement. Ses bras étaient tirés dans son dos. Elle semblait abasourdie, sans combativité. Le chien tirait sur sa laisse, désorienté. Un officier lui a arraché la laisse des mains. Claire fut poussée en avant. Son corps plaqué contre le capot d'une voiture de patrouille. Dans la salle d'audience, des exclamations de surprise éclatèrent tandis que la vidéo se figeait, son visage se tournait de profil contre le métal froid, les mains menottées fermement dans le dos. La voix de Philippe revint, calme et inébranlable. Mesdames et messieurs les jurés, ce que vous venez de voir n'est ni une ingérence, ni une agression, ni une obstruction. Il les regarda directement. C'est une femme qui demande, que se passe-t-il dans mon quartier, et qui se fait arrêter pour cela. Un léger murmure parcourut la galerie. Quelqu'un murmura, ce n'est pas une obstruction. Une autre voix, plus douce, ajouta, elle n'a même pas élevé la voix. Une jurée ou une femme âgée aux cheveux argentés et aux boucles d'oreilles en perles poussa un léger soupir et se frotta le front. Le juré plus jeune, un homme d'une vingtaine d'années, se pencha en avant, les yeux plissés vers l'écran. Il paraissait troublé. À la table de la défense, Claire restait impassible. Elle ne regardait pas l'écran. Elle ne réagissait pas au murmure de la salle d'audience. Elle referma simplement le dossier devant elle, lentement, silencieusement. Sa mâchoire se serra tandis qu'elle se tortillait sur son siège. Garnier regardait droit devant lui, clignant des yeux. Philippe se tourna vers le juge. Cette vidéo, a-t-il déclaré, n'est qu'un début. Nous demandons au tribunal de faire preuve de patience pour révéler toute l'ampleur des événements de cette soirée-là, ainsi que le déroulement des événements. La juge Lefebvre resta d'abord silencieuse. Ses doigts tapotèrent lentement, en rythme, le bord de son banc. Finalement, elle hocha la tête. Continuez, monsieur Morel. Et c'est ainsi que l'équilibre dans la salle d'audience commença à se modifier, très légèrement. L'accusation restait calme, mais une tension visible commençait à monter. Le jury n'était pas convaincu ou pas encore, mais il n'en était plus si sûr. C'était le début de quelque chose. Un tournant. Un changement de courant. La salle venait à peine de s'essouffler après la vidéo que Philippe Morel se leva à nouveau. Nous appelons notre prochain témoin, a-t-il déclaré. Madame Louise Martin. Un léger murmure parcourut la galerie. Du 4e banc, une femme d'une 60aine d'années se leva. Elle portait un chemisier à fleurs et un pantalon bleu marine, serrant contre elle un petit sac à main beige, comme s'il la tenait fermement. Ses pas vers le bar étaient lents mais réguliers, la démarche de quelqu'un qui transportait des histoires plus vieilles que la salle d'audience elle-même. Elle prêta serment. Philippe s'approcha, baissant la voix en signe de respect. Madame Martin, pourriez-vous dire au tribunal où vous vous trouviez le soir du 12 avril? J'étais assise sur ma véranda, répondit-elle d'une voix douce mais claire. Comme toujours, au même endroit. J'habite rue des Lilas. J'y vis depuis 30 ans. J'ai élevé mes enfants dans cette rue. Je l'ai vu évoluer. Et ce soir-là, demanda Philippe. Louise hocha lentement la tête. Elle le docteur Claire Beaumont promenait son petit chien noir. Elle est passée juste avant l'arrivée de la police. Que s'est-il passé ensuite? La pièce s'est penchée. Claire a vu les voitures. Comme moi, elle a trouvé ça étrange. On ne voit pas 4 voitures de patrouille dans notre quartier, sauf en cas de problème. Alors elle est allée demander, calmement et poliment. Je l'ai entendu dire, désolé, tout va bien ici?
C'est tout. Pas de cri. Pas d'attitude. Juste de l'inquiétude. Elle s'arrêta, son regard dérivant vers Claire. Puis Louise continua, la voix plus lourde. L'instant d'après, ils l'ont attrapée. Sans prévenir. Elle posait une question, puis elle a été plaquée contre le capot, comme une menace. Une vague de réactions déferla sur l'auditoire. Une main applaudit. Puis une autre. Discrètement, mais audible. La juge Lefebvre éleva la voix. S'il vous plaît. Pas de manifestation dans cette salle d'audience. Le bruit s'est calmé, mais le courant émotionnel est resté. Louise était assise avec assurance, les mains jointes sur ses genoux. Philippe demanda doucement, le docteur Beaumont a-t-il semblé résister d'une manière ou d'une autre? Non, répondit Louise fermement. Elle semblait, confuse. Perdue. Comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle n'a pas résisté. Elle s'est figée. Philippe hocha la tête. Quelqu'un vous a-t-il contacté au sujet de ce dont vous avez été témoin ce soir-là, Madame Martin? Ses lèvres se pincèrent. Personne. Pas du commissariat. Même après que j'ai appelé et laissé mon numéro. Et avez-vous fait une déclaration? Oui. Je n'ai plus jamais été recontacté. Plusieurs jurés échangèrent un regard. Le jeune homme assis au 3e siège, celui qui s'était penché en avant pendant la vidéo, était maintenant assis, les bras croisés, les yeux rivés sur le témoin. Philippe recula. Plus de questions. La juge Sophie Vignal s'est levée pour le contre-interrogatoire. Mais elle a marqué une pause, une seconde de trop. Son rythme s'est ralenti. Madame Martin, commença-t-elle, vous avez dit que vous étiez sur votre véranda. À quelle distance étiez-vous de la voiture de patrouille où le docteur Beaumont a été arrêté? Environ 10 mètres. Vue dégagée. Et votre vision, est-elle fiable à cette distance? Je peux lire les messages de ma petite fille sans lunettes, dit Louise, une pointe d'ironie dans la voix. Un léger rire parcourut la salle. Même les lèvres du juge Lefebvre tressaillirent. Sophie ne dit rien de plus. Elle s'éloigna du bar. Alors que Louise croisait Claire, leurs regards se croisèrent brièvement. Claire fit un léger signe de tête, presque imperceptible. Un merci silencieux. Une reconnaissance entre deux femmes qui avaient vu plus que la plupart ne comprendraient jamais et qui y avaient survécu. Louise ne sourit pas. Mais ses épaules se redressèrent un peu. Elle avait dit la vérité. Et maintenant, enfin, elle avait une voix. La salle d'audience fut suspendue pour une courte pause. La galerie s'engouffra dans le couloir de marbre comme une marée lente. Des conversations murmurées flottaient dans l'air comme des parasites. Personne ne le dit ouvertement, mais quelque chose avait changé. Dans la petite salle de conférence de la Défense, nichée à côté de la salle d'audience 4C, Claire Beaumont était assise seule, les mains à plat sur la table. Le silence qui l'entourait n'était pas synonyme de paix. C'était le contrôle. Son téléphone a vibré une fois. Elle n'a pas hésité. Docteur Beaumont, dit une voix basse à l'autre bout du fil. C'était Julien Roch, directeur adjoint du ministère de l'Intérieur. Un homme qui n'appelait que lorsque l'enjeu était important. J'ai regardé l'émission, a-t-il dit. Tu as bien géré la situation. Claire n'a rien dit. Il marqua une pause. Puis ajouta, si les choses dérapent, si l'accusation tente d'instrumentaliser ce procès, nous interviendrons. Vous n'êtes pas seul. Un long silence s'ensuivit. Claire répondit alors, calme et ferme, je sais. Un léger coup frappa le silence. Élodie s'entra au son assistante, la trentaine, tailleur élégant, regard encore plus perçant. Elle referma doucement la porte. Ils vont trop loin, murmura Élodie. Vous les angoissez. Le jury nous observe. La presse nous observe. On pourrait agir maintenant, un appel et tout ce procès tombe à l'eau. Claire leva les yeux. Son regard n'était pas furieux, juste clair. Qu'ils le ressentent d'abord, dit-elle doucement. Il ne s'agit pas que de moi. Elle prit sa bouteille d'eau et but une gorgée. Son ton était posé. Mais ses yeux brûlaient d'un feu discret. C'est ce qui vient ensuite qui compte. Élodie se pencha lentement en arrière, une lueur de compréhension vacillant dans son expression. Dans le couloir, des murmures traversaient les murs. On murmurait le nom de Claire non pas comme celle de l'accusée, mais comme une question. Qui est-elle vraiment?
Pourquoi est-elle si silencieuse? Que ne sommes-nous pas censés voir? Un couple noir est passé. L'homme a murmuré à sa femme, elle n'a pas l'air d'avoir peur de la prison. Et elle ne l'était pas. Non pas parce qu'elle pensait être invincible. Mais parce qu'elle connaissait le prix du silence. Mais parce qu'elle connaissait précisément l'inverse du système de retour à la chambre. Un caméraman a repositionné son trépied. Une journaliste prenait des notes sur son téléphone, s'arrêtant tous les quelques mots pour jeter un coup d'œil vers la table de la défense. Le bourdonnement dans l'air n'était plus une simple curiosité, c'était de l'anticipation. Toutes les tensions ne viennent pas des cris. Parfois, cela naît d'un silence qui refuse de se rompre. La salle est restée silencieuse lorsque le sergent André Moral est monté à la barre. Il n'avait pas l'air d'un homme pressé d'être là au trapu, la cinquantaine, ses manches retroussées juste assez pour suggérer de longues journées de travail. Son badge brillait sous les lumières de la salle d'audience, mais ses épaules s'affaissaient, lourdes de temps, de souvenirs, peut-être même de culpabilité. Depuis combien de temps travaillez-vous au sein du département de police de Bellevue? 24 ans, répondit Moral d'une voix basse et ferme. Le soir du 12 avril, avez-vous été appelé sur les lieux, rue des Lilas? Oui, dit-il. Je suis arrivé là-bas environ 3 minutes après l'appel radio. Et qu'as-tu vu en arrivant? Moral hésita une seconde. Le docteur Torbaumont était déjà en garde à vue, a-t-il déclaré. Je l'ai vu assise à l'arrière d'une voiture. Avez-vous été témoin de l'arrestation elle-même? Non, seulement ses conséquences. Et les policiers impliqués? Le sergent Marc Dubois et l'officier Louis Garnier. Moral confirma d'un hochement de tête silencieux. Leur avez-vous demandé si leur caméra corporelle enregistrait pendant l'interaction? Oui, a répondu Moral. C'est la première chose que j'ai demandé, en fait. Et quelle a été leur réponse? Moral marqua une pause. Ils m'ont tous les deux dit que les caméras ne fonctionnaient pas. Un frisson silencieux mais indubitable parcourut la pièce. Philippe laissa le silence s'installer, puis continua. Ont-ils donné une raison? Garnier a dit que sa batterie était morte. Dubois a affirmé que le sien avait mal fonctionné lors d'une mise à jour du logiciel. Quelques rires s'échappèrent de la galerie. Le juge Lefebvre lança un regard d'avertissement mais ne dit rien. Philippe a continué. Sergent Moral, au cours de vos années de service, combien de fois avez-vous vu ces deux officiers sur une scène avec les caméras désactivées? Moral a regardé directement le jury. C'est la 3e fois que je vois les deux caméras éteintes en même temps, a-t-il déclaré. Et toujours avec les deux mêmes officiers. La phrase est tombée comme un marteau. La pièce n'a pas explosé, mais elle a changé. Les corps se penchaient en avant. Les stylos griffonnaient. Les sourcils levés. Même la rangée de la presse, jusque-là restée quasiment immobile, s'est animée. Les journalistes ont commencé à écrire frénétiquement. Quelques mots murmurés. Les doigts volent sur les claviers. La sentence circula parmi eux comme une traînée de poudre. 3e fois. Pareil. C'est énorme. Sur le banc, le front de la juge Anne Lefebvre se plissa profondément. C'était la première fois que son calme extérieur se brisait. Elle regardait ses notes, mais elle ne lisait pas. Elle réfléchissait. De l'autre côté de l'allée, Sophie Vignal restait figée. Son stylo flottait juste au-dessus du papier, immobile. Derrière elle, Wood se déplaçait sur son siège, les bras croisés dans un geste défensif. Garnier fixait le sol, comme s'il souhaitait qu'il l'engloutisse tout entier. Philippe s'approcha d'une voix calme mais posée. Est-ce que l'un des agents a rempli un rapport d'entretien pour ces caméras ce soir-là? Pas à ma connaissance, a répondu Moral. J'ai vérifié auprès du service technique le lendemain. Rien n'avait été enregistré. Et qu'avez-vous personnellement observé du comportement du docteur Beaumont sur les lieux? Elle était immobile, dit Moral lentement. Elle parlait peu. Elle semblait confuse, mais calme. Philippe hocha la tête. Plus de questions, madame la juge. Vignal se leva, mais son mouvement était lent. Sergent, commença-t-elle. Est-il possible que les officiers aient simplement rencontré une défaillance technique fortuite? Moral se tourna vers elle, mesuré et direct. Tout est possible. Mais après la 2e fois avec les mêmes officiers, j'ai arrêté de croire aux coïncidences. Les lèvres de Vignal se resserrèrent en une fine ligne. Rien d'autre. Moral a démissionné du bar. Alors qu'il traversait la galerie,
la femme qui avait soupiré pendant la vidéo lui adressa un léger signe de tête respect, calme et clair. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Mais pour la première fois, le juge Lefebvre la regarda et soutint son regard un instant de trop. Il se passa quelque chose de non dit entre eux. Et à ce moment-là, la pièce le sentit aussi. Le mur bleu se fissurait. Et une fois qu'une fissure commence, elle s'arrête rarement. La salle d'audience n'avait jamais été aussi calme. Chaque bruissement, chaque murmure, chaque gribouillage s'était transformé en silence lorsque le docteur Clomont s'est levé et s'est dirigé vers la barre des témoins. Son costume gris-gris captait la lumière impeccable, digne. Pas assuré. Pas provocateur. Mais délibéré. Lorsqu'elle était assise, sa posture était royale. Son menton légèrement relevé. Ses yeux se calment, comme de l'eau profonde. Le greffier a fait prêter serment. Claire leva la main, prononça chaque mot clairement et la baissa avec une grâce qui n'exigeait pas l'attention mais qui l'importait néanmoins. Philippe Morel s'approcha lentement du bar. Sa voix était plus douce qu'avant. Claire Beaumont, commença-t-il. Pourriez-vous parler de votre carrière au tribunal? La question flottait dans l'air, tendue comme un fil, prête à se rompre. Claire n'a pas hésité. Je suis directrice générale de la sécurité intérieure, a-t-elle déclaré d'une voix égale et inébranlable. J'ai été nommée il y a 8 mois par le président de la République. Elle continua, le regard fixé droit devant elle. Je supervise les opérations nationales d'application de la loi, y compris les unités spéciales, les programmes de surveillance, la sécurité des frontières et le suivi des normes nationales de police. Une seconde pause. Puis elle ajouta, sans changer de ton. Cela inclut la juridiction dans laquelle ce tribunal opère. Silence. Un vrai silence étouffant. Alors, instantané, un stylo a glissé des mains d'un juré. Un homme d'une quarantaine d'années, avec un porte-clés en forme d'étoile accroché à sa ceinture. Il ne l'a pas ramassé. Il a juste regardé fixement. Dans la galerie, Wood avait le souffle coupé. Son visage pâlit. Il se pencha vers Garnier et murmura. Elle ment. Elle doit mentir. Avant même que Garnier puisse répondre, le banc tonna. Silence dans la pièce. Le marteau de la juge Anne Lefebvre est tombé une fois. Et puis encore. Sa voix, normalement posée, portait désormais une pointe d'autorité. Mais il était déjà trop tard. La pièce avait basculé. Les journalistes se sont empressés de vérifier ce qu'ils venaient d'entendre. Les téléphones vibraient sous les bancs. Un stagiaire juridique du service de presse a prononcé ces mots. Sécurité intérieure, avec incrédulité. Une jurée fixait Claire comme si elle regardait l'histoire se réécrire en temps réel. Claire ne jubilait pas. Elle ne jouait pas. Elle énonçait simplement un fait. Un fait qui a brisé toutes les présomptions sur lesquelles le tribunal avait fonctionné ces 5 derniers jours. Philippe laissa le silence s'étirer juste assez pour que les mots pèsent davantage. Puis il demanda, plus doucement maintenant. Docteur Beaumont, agissiez-vous à titre officiel le soir du 12 avril? Non, répondit-elle. J'étais en congé. Mais j'ai le devoir légal et moral de remettre en question tout comportement inapproprié d'un policier, conformément aux normes nationales. Et selon vous, ce que vous avez vu ce soir-là était-il inapproprié? Ses yeux glissèrent brièvement vers Wood et Garnier. Oui, dit-elle clairement. Oui. De l'autre côté de la pièce, Garnier semblait étouffé. Wood serra la table si fort que ses jointures devinrent blanches. Philippe hocha la tête. Plus de questions, madame la juge. Le juge Lefebvre resta figé un long moment. Ses doigts tambourinèrent une fois, puis s'arrêtèrent. Elle baissa les yeux sur ses notes, mais ne parla pas. Comment revenir à la procédure normale lorsque la femme au bar vient de briser toutes les fondations de la pièce? Ce n'était plus seulement une affaire locale. Ce n'est plus seulement une question de recours excessif à la force. Pas seulement à propos de Clomont. C'était national. Et tout le monde dans la salle le savait. L'air s'était épaissi, non pas à cause de la chaleur, mais à cause des conséquences. Tout semblait plus lourd maintenant. Les murs. Le silence. Même le nom, Beaumont. Dès l'instant où le docteur Claire Beaumont a confirmé son identité. Rien n'était pareil. Et maintenant, l'agent Louis Garnier, le plus jeune des deux impliqués dans l'arrestation, était de retour à la barre.
Il paraissait plus petit que 3 jours plus tôt. L'arrogance avait disparu. Le regard moqueur vers la galerie avait disparu. Même son uniforme toujours impeccablement repassé semblait désormais usé lui plus qu'il ne portait-il. Philippe Morel se tenait de nouveau à son bureau. Calme. Sans hâte. Agent Garnier, commença-t-il. Je voudrais revenir sur votre témoignage précédent, en particulier sur votre récit du comportement du docteur Claire Beaumont lors de l'incident du 12 avril. Garnier répondit faiblement, « Oui, monsieur. Vous avez précédemment déclaré que le docteur Beaumont avait abordé les policiers de manière conflictuelle, qu'elle avait élevé la voix et refusé de quitter le périmètre sécurisé. Maintenez-vous cette déclaration ?» Garnier hésita. Une goutte de sueur perla sur sa tempe. « Non, dit-il d'une voix à peine audible. Je ne l'entretiens pas. » Un frisson parcourut la pièce. Philippe, doux mais ferme, insista, « Pourriez-vous clarifier, s'il vous plaît ?» Garnier s'éclaircit la gorge. Son regard se posa sur ses mains, qui ne tenaient plus que le bord du bar, comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. « Elle n'a pas crié, a-t-il dit. Elle ne nous a pas menacés. Elle a juste demandé ce qui se passait. Et ensuite, que s'est-il passé ?» Il déglutit péniblement. Le sergent Forestier est intervenu. Je l'ai suivi. Je n'ai posé aucune question. J'ai aidé à la maîtriser. Philippe s'approcha, la voix plus douce. La respiration de Garnier s'accéléra. Il parcourut la pièce du regard, puis, lentement, à contre-cœur, posa son regard sur Claire. Elle l'observa, sans l'accuser, juste la voir. La voix de Garnier se brisa. J'ai laissé mes préjugés me guider, a-t-il dit. J'ai vu une femme noire poser des questions et j'ai imaginé le pire. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir. Je n'ai pas pris le temps de la regarder. J'ai juste réagi. Un silence s'abattit sur la galerie. Garnier baissa de nouveau les yeux. Et je suis désolé, ajouta-t-il dans un murmure. Je suis désolé, docteur Beaumont. Vraiment. La salle retenait son souffle. Claire ne dit rien. Elle ne se leva pas. Elle ne sourit pas. Elle ne bougea même pas plus que d'habitude. Mais après un long moment d'immobilité, elle inclina lentement la tête, subtilement. Non pas un geste d'absolution, mais quelque chose de plus profond. Un signe de reconnaissance. Un signe qu'elle l'avait entendu. Et pour l'instant, c'était suffisant. Mais sans oublier. Jamais ça. Dans la galerie, une femme noire à la tresse grisonnante s'essuya discrètement la joue avec un mouchoir. Un étudiant au dernier rang cessa de prendre des notes, bouleversé. Même la juge, Lefebvre, toujours aussi calme, se redressa légèrement. Son expression restait indéchiffrable, mais ses poings étaient plus serrés qu'auparavant. Philippe reprit la parole. Agent Garnier, y a-t-il autre chose que vous aimeriez que le jury comprenne? Garnier secoua la tête. Je pensais simplement faire mon travail. Mais je protégeais la mauvaise chose. Personne n'applaudit. Personne ne parla. Le silence qui suivit ne fut pas vide. Il était lourd de honte, de conscience, du poids d'une salle qui commençait enfin à comprendre la profondeur et la clarté de la corruption. Elle ne s'en réjouissait pas. Elle le portait, comme seule une personne qui l'avait surmonté à maintes reprises savait le faire. Le jury n'avait été absent qu'1 heure et demie, mais au cours du procès, cela semblait durer des jours. La galerie était encore pleine, quoique silencieuse. Les journalistes étaient immobiles, leurs stylos suspendus. Les policiers s'attardaient près des sorties, inhabituellement immobiles. La juge Anne Lefebvre paraissait plus fatiguée que jamais. Et le docteur Claire Beaumont, comme toujours, restait calme. La porte s'ouvrit en grinçant. Se lever. Les jurés sont entrés, un par un, une mosaïque de la communauté, jeunes et vieux, blancs et noirs, silencieux et observateurs. Aucun n'a croisé le regard de qui que ce soit. Le contremaître, un homme d'une 40aine d'années, paraissait calme, mais ses mains tremblaient sous l'effet d'une émotion surprenante. Le juge Lefebvre se leva et hocha la tête. Le jury est-il parvenu à un verdict unanime? Oui, madame la juge. Veuillez lire le verdict. Il déplia lentement le papier. La salle retint son souffle. Dans l'affaire du docteur Claire Beaumont contre les agents Marc Dubois et Louis Garnier de la police de Bellevue. Concernant l'accusation d'arrestation illégale, nous déclarons l'accusé coupable.
Sous l'accusation d'abus de pouvoir, nous déclarons l'accusé coupable. Sous l'accusation de violation des droits civils, nous déclarons l'accusé coupable. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme, l'un après l'autre, élargissant une ondulation qui allait bientôt devenir une vague. Pendant un instant, la pièce resta figée dans un silence parfait. Puis cela commença un souffle, un hoquet, un soupir silencieux, un bruissement et puis, du banc le plus à gauche, un son si faible et si pur qu'il traversa toutes les barrières de la pièce. Maman, c'est une super-héroïne. La voix était celle d'une petite fille noire, pas plus de 7 ans, les tresses attachées par des rubans roses. Elle s'accrochait à la taille de sa mère, les yeux écarquillés, la voix pleine d'émerveillement. Sa mère sourit à travers ses larmes. Elle croisa le regard de sa fille, et le barrage céda. Applaudissements épars. Larmes discrètes. Un homme au 4e rang expira bruyamment, comme s'il n'avait pas respiré depuis 15 ans. La salle d'audience, autrefois vieille et froide, bordée de causes et de silence, s'est soudain sentie pleine de vie. Claire ne bougea pas. Elle ferma simplement les yeux une fois, puis les rouvrit, le regard fixé droit devant elle. Le visage de Pierre Garnier s'abaissa. Ses yeux étaient humides. Les avocats se penchèrent, murmurant déjà à propos de condamnation, d'appel, mais personne n'écoutait plus. La juge Lefebvre a frappé une fois son marteau, sans brutalité. Silence. Ce tribunal, le verdict, la peine sera fixée après un examen national. La session le veut. Mais personne ne s'est levé. Personne n'a bougé. Parce que quelque chose avait changé, quelque chose d'irréversible. Les mots de la jeune fille flottaient encore dans l'air comme un souffle sacré. C'est une super-héroïne. Mais Claire ne portait pas de cape. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle ne cherchait pas à se venger. Elle s'était simplement dressée face à l'injustice systémique et avait dit la vérité, ou pour chaque mère qui avait prié pour que son fils ne soit pas le prochain, pour chaque homme qui avait appris à regarder vers le bas. Elle n'avait pas sauvé le monde. Elle lui avait rappelé que la justice avait encore un sens. Les gros titres ont rapidement disparu, comme toujours. En quelques jours, les clips viraux et les bannières d'information ont été remplacés par de nouveaux scandales. La nation a évolué, comme souvent. Mais Claire Beaumont ne l'a pas fait. Elle est rentrée à Paris sans conférence de presse, sans défilé, sans interview, juste du travail. Son premier acte en tant que directrice post-procès a été rapide et sans faille, un programme national de supervision pour la police de Bellevue, entièrement audité et établi sur un plan de 2 ans. Audit complet. Examen de la politique obligatoire relative aux caméras corporelles. Suivi des plaintes des civils. Rapport public. Plus d'ombre et de lumière. Elle refusa de diriger seule. Odissa fut nommée pour superviser l'équipe spéciale, jeune, acharnée, prête. Je veux qu'il voie, lui dit-elle. Une nouvelle forme d'autorité, claire, ferme, transparente, humaine. Bellevue n'avait pas oublié ses habitants. À son retour 5 semaines plus tard, personne dans le bâtiment gouvernemental ne s'attendait à ce qu'elle vienne sans escorte. Mais elle entra seule. Même tailleur. Même calme. Seulement, personne ne pouvait ignorer le poids qu'elle portait. Elle rencontra des représentants municipaux, des responsables communautaires et des conseillers juridiques, mais c'était sa dernière étape qui comptait le plus. L'église Saint-Michel. Le vieux parquet craquait doucement sous ses talons. Les bougies vacillaient. La poussière dansait dans les rayons dorés qui filtraient à travers les vitraux. Quelques bénévoles essuyaient les bancs pour la messe du dimanche. Et là, près de l'autel, se tenait le révérend Étienne Moreau, les cheveux grisonnants, mais la silhouette et la voix toujours assurées. Il s'avança, souriant comme s'il avait toujours su qu'elle viendrait. « Je me souviens de vous à 8 ans, dit-il chaleureusement. Tu étais assis au 3e banc, le dos droit, les pieds touchant à peine le sol, écoutant des sermons comme s'il s'agissait de secrets d'État. » Claire laissa échapper un léger rire. Il ouvrit les bras et elle le serra dans ses bras. Puis il recula, le regard grave. « C'est toi qui as allumé le feu. » Claire sourit. « On va le tenir à distance, dit-il. » Le vent apportait un parfum de fin de printemps et des sirènes lointaines, mais pour une fois, ce n'était pas la peur. Juste le bruit de la vie. Plus tard ce soir-là, dans son appartement parisien, Claire se tenait dans le silence de sa salle de bain, époussetant l'ourlet de son blazer. Elle leva les yeux. Et dans le miroir, l'espace d'un instant, la lumière joua des tours.
Elle ne vit pas le directeur général de la sécurité intérieure. Elle ne vit pas la femme qui avait tenu bon devant un tribunal alors qu'une ville retenait son souffle. Elle vit une petite fille noire mince, intelligente, à la fois effrayée et courageuse. Un uniforme scolaire trop grand. Un sac à dos trop lourd pour ses épaules. La colle de son badge était légèrement de travers. La petite fille la fixa. Attendant. Claire se pencha, les yeux embués mais fixes, et murmura. Tu as réussi. Maintenant, fais en sorte que ça compte.